troisième édition de M&S Stories passe bas son plein, le grand événement des corporates français. Les directions M&S se sont retrouvées aujourd'hui pour cette troisième édition et nous avons parlé de ce qui les occupe en cette saison 2025. Alors évidemment, on ne pouvait imaginer un programme sans parler de la thématique économique, de la contraction de l'économie et du mot restructuring et de voir comment les corporates jouent leur rôle par rapport à cette phase bourré d'opportunités. On va en parler dans un instant. Pour en parler, Esther Bitton, bonjour. Bonjour, Vous êtes directrice M&A au sein du groupe Casino. Merci d'être avec nous. merci de m'avoir invité. Sarima Alou, vous êtes partenaire au sein de l'équipe restructuring de Eight Advisory, une équipe que l'on connaît bien. Bonjour, merci pour l'invitation. Et Sébastien Gauthier, vous êtes associé au sein d'Alandia, investisseur habitué des situations complexes finalement. Entrepreneur aussi, et heureux d'être là. Merci de m'avoir invité. Merci Sébastien. Alors, bon, comme je le disais en introduction, période de crise égale période d'opportunité, également période où on regarde un petit peu comment est composée la couronne et s'il y a des joyaux qu'il faut céder, se recentrer. Donc, il y a du travail en interne dans les grands groupes, il y a du travail également à l'acquisition. Il y a du travail aussi pour le soutien de la filière dans laquelle on évolue, hein. Un très grand groupe peut avoir besoin de ses fournisseurs, de ses distributeurs. Comment est-ce que vous voyez le marché? Peut-être qu'on peut commencer par Sari, si tu le veux bien, toi qui vois beaucoup de dossiers passer. Alors, le marché est effectivement en fait à un point haut par rapport à ce qu'on a pu connaître sortie de Covid, pour la partie corporate notamment, je parle, avec des opportunités, mais aussi des situations beaucoup plus tendues que ce qu'on a pu connaître dans le passé. Des sociétés qui arrivent un peu en bout de souffle par moment, en fait, quand elles arrivent sur ces phases-là, en fait. Mais effectivement, beaucoup de corporates qui regardent en projet de transformation sur que faire de certains actifs ou en opportunité sur est-ce que c'est le moment de se positionner à l'acquisition sur certains sujets. Côté Casino, bon, il y a eu quelques actualités sur les 2-3 dernières années, on va dire. Vous en êtes où aujourd'hui? On est sorti de la phase de restructuration et maintenant on regarde justement, maintenant qu'on est recentré, s'il y a des opportunités à saisir. Donc on est vraiment, je dirais, dans cette phase où on est encore un peu entre les deux, quoi. On vient de finir notre restructuration et on se dit, bah, maintenant on peut grossir sur le cœur de métier recentré, progressivement, intelligemment et de façon très sélective. Sans rentrer dans le secret des dieux, le recentrage et les investissements à venir, ils sont sur quelle partie du métier de Casino? Le recentrage, il est sur la proximité. Et donc, les franchises directement en proximité comme Franprix. Voilà, Franprix, Monoprix qui est du commerce urbain mais qu'on considère comme un commerce de proximité. Cdiscount qui est aussi un commerce de proximité puisque vous l'avez quelque part sur votre téléphone portable tout le temps avec vous. Et bien entendu, les marques Casino de proximité historique du groupe. Bien évidemment. Avec du coup une décélération sur la partie périurbaine. Pas particulièrement Non. puisque toute la partie proximité Casino, c'est une partie justement qui est très rurale. Je parlais des hyper plutôt. Ah oui, tout ce qui est hypermarché, supermarché, le désengagement est maintenant réalisé. Donc maintenant en phase d'acquisition sur la partie proximité. Côté investisseur, du coup, est-ce que Sébastien, chez Alandia, vous voyez passer beaucoup plus de dossiers, peut-être que sur les 2-3 dernières années, où effectivement le PGE et puis on va dire, différents paramètres avaient permis aux entreprises de tenir le coup un peu plus longtemps. Est-ce qu'au contraire, c'est calme? Comment en termes de deal flow, ça se passe comment? Le deal flow est plutôt bon en ce moment. Il est un peu différent de ce qu'il a été ces dernières années. On avait historiquement un deal flow significatif de carve-out, c'est-à-dire de sociétés non stratégiques pour le compte de grands groupes industriels qui étaient quelque part en difficulté, proposés à la vente le plus souvent d'abord à des concurrents, puis en cas d'échec vers des entreprises et des sociétés d'investissement comme la nôtre. Tout ce deal flow de carve-out avait complètement disparu pendant le Covid et même dans les 2 années qui ont suivi le Covid. La raison principale, c'est que les corporates étaient très concentrés sur leurs propres problèmes, organiser le télétravail, revenir du télétravail, mettre en place des solutions de supply chain parce que les supply chain avaient été complètement déstabilisées. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'avec les difficultés économiques plus générales, elles se reposent enfin la question de leur portefeuille de société et elles regardent à nouveau celles qui crament du cash depuis des années et des années. Donc, on a eu un certain nombre de dossiers qui étaient très abîmés pendant les années 2021 à 2023. La plupart de ces dossiers qui ont été cédés à des confrères ont fini dans le mur, en toute franchise. Mais c'est des dossiers qui étaient particulièrement abîmés. Et là, on retrouve plutôt des dossiers de meilleure qualité, dans le sens où il reste encore quand même
un fonds de valeur stratégique, un fonds de valeur de fonds de commerce, et puis des actifs. Donc, Vous parliez de dossiers qui vont dans le mur. Sur le retournement, et je pose la question à vous et puis par extension à nos invités, qu'est-ce qui fait la différence sur un retournement? Pour ceux en qui fait, nous regardent et qui ne sont pas tous les jours non, sur le tous les marché du retournements restructuring. ne peuvent pas être forcément menés avec succès. D'accord? Nous, dans les statistiques que l'on avait faites, on s'est aperçu que sur les dossiers qui avaient été repris par des investisseurs spécialisés en retournement, moins d'1 sur 2 survivaient au bout de 7 à 8 ans, et que moins de 10% généraient vraiment une plus-value pour l'investisseur. Donc ce sont quand même des dossiers qui sont historiquement très difficiles. Par contre, les dossiers de carve-out proposés par les corporates sont plutôt des dossiers de meilleure qualité, le plus souvent parce que vous avez un vendeur qui est dépassionné et qui donc quelque part se rend compte de la situation sans émotion dans laquelle il se trouve. Vous avez un vendeur qui le plus souvent vous cède une société sans dette, qu'on appelle ça debt-free, cash-free. Et donc, quelque part, les conditions de la transaction sont rendues meilleures. Donc, historiquement, les dossiers de carve-out sont des dossiers qui génèrent plus d'attraction et sont des dossiers qui ont un taux de succès plus élevé. Bon, il en demeure pas moins que vous avez des dossiers comme Valorec qui a vendu Valorec Bearing Tubes, dit Valti, à la société Mutares, ça a été déposé en moins de 2 ans. Vous avez Geopost qui a vendu aussi à Mutares la société Stuart, qui a aujourd'hui presque disparu des radars. Donc, c'est des dossiers qui sont meilleurs pour des investisseurs. Il n'en demeure pas moins que tout n'est pas redressable et qu'il ne faut pas juste saisir une opportunité parce qu'elle est présente et qu'on vous la présente sous un beau jour. Merci beaucoup, Sébastien. Pour tous les deux, j'imagine même lecture, tous les dossiers ne sont pas retournables. Il y a des dossiers sur lesquels, en tant que groupe, vous décidez d'aller, d'autres pour lesquels il y a des no-go. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette carte d'identité de l'actif sur lequel vous considérez qu'il y a du travail à faire et que c'est possible chez Casino? Nous, on a vraiment une approche, je dirais, liée à notre cœur de métier. C'est-à-dire qu'on regarde si on a des synergies suffisantes et si on est capable de se dire, finalement, on a, nous, en interne, les compétences, les synergies qui permettent, au fond, en appliquant notre business model, d'utiliser l'actif complètement différemment. Et je dirais, à la vente, on le voit aussi, les entreprises qui ont récupéré certains de nos actifs, ce n'est pas parce que les actifs chez nous ne produisaient pas que chez nos concurrents, ils ne produiront pas. Puisqu'en fait, chacun applique, je dirais dans le retail, c'est assez simple, on applique chacun notre propre business model. Et donc, nous, je prends notre exemple, on a une logistique de proximité, ce n'est pas du tout la même logistique qu'en hyper super. Donc, évidemment, on est capable de faire quelque chose de tout à fait différent sur un magasin de proximité que nos concurrents. Et à contrario, sur de l'hypermarché, nos concurrents sont capables de faire quelque chose de très différent de ce qu'on a été capable de faire par le passé sur les hypermarchés. Donc, nous, vraiment, on regarde notre outil industriel et l'actif et on regarde si, quelque part, si ça match ou pas. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, au final, en fait, c'est une combinaison de tests d'investissement. Est-ce que j'ai un sous-jacent qui opère sur un marché où je peux en extraire de la valeur, en fait? La question du prix d'achat, pour revenir à l'exemple qui était cité, de à quel prix j'achète pour l'investisseur et même pour le corporate pour espérer un retour. Et surtout, l'équipe humaine qui va mener le projet, que ce soit au niveau de l'investisseur, mais surtout au niveau de la cible. Est-ce que le management est toujours là? Est-ce qu'il est incentivé? Est-ce qu'il y a cette adhésion au projet? Parce que c'est pas dans Excel, tout marche très bien. La réalité terrain est souvent très différente. Et on parle d'incentive manager, je me dois de parler de private equity. Est-ce que du coup, les corporates comme les investisseurs, de ce que vous pouvez voir également chez Elite Advisory côté conseil, sont à la manœuvre pour récupérer des LBO distress? Parce qu'on se doute que sur les vintage 21, début 22, il y a eu des valorisations, des leverages importants qui ont été déployés sur certains actifs, que, pour plein de raisons, qu'elles tiennent de l'inflation, de l'incertitude politique, ou de la top line qui commence à poser aussi un peu problème dans beaucoup de groupes, dans beaucoup d'industries. Est-ce que les LBO distressed font partie de votre deal flow à vous? Alors, vous, peut-être sur certaines entreprises, lorsque vous rachetez des franchises complètes, hein, on pense à... Alors, je ne dis pas qu'elles sont distressed, mais il y a plein de fonds LBO aujourd'hui qui sont effectivement, même dans le consumer... Marcel et Fils avec Wimber au capital, alors qui va très bien, je vous rassure tous, mais est-ce que du coup, vous voyez ce vintage 20, 21, 22 payé cher, haut de cycle, commencer à arriver vers vous en restructuring? Sans donner de nom, évidemment, mais... Non, en fait, j'allais dire,
Au final, on a toujours eu du restructuring, quelle que soit l'année, quels que soient les cycles, quelle que soit la perception des multiples. J'entends depuis 2005, les multiples sont idiots, les multiples sont trop, ça va casser dans 2 ans, etc. Donc ça revient, on a du deal flow qui vient de Vintage 21, on a du deal flow en fait qui vient de sujets de Covid antérieurs, de trucs beaucoup plus récents. C'est pas forcément la règle ici en fait. La question du private equity qui interviendrait pour racheter un LBO distressed, ça, on le voit très peu, honnêtement. En fait, vous avez déjà un premier problème à traiter qui sont les créanciers dans le LBO en question. Il y a une question d'image associée au fait à cette acquisition en cassant de la dette, pour reprendre le terme. Des mécanismes, et donc quelque part, ils ne vont pas se positionner, sauf pour les acteurs spécialisés, qui peuvent offrir une alternative. Je parlais plutôt de ça, effectivement, de Ouais. ce qui venait des acteurs vanille, qui peut aller vers des corporates ou des acteurs spécialisés. Alors, dans ce cadre-là, en fait, c'est plus une question de cas par cas. En fait, les créanciers peuvent être intéressés par un adossement avec un corporate pour reprendre un actif ou avec un investisseur spécialisé parce qu'ils ne se sentent pas ou ils ne sont pas organisés pour reprendre les commandes d'une entreprise sous-performante. Ça, effectivement, on peut le voir, en fait, et on le voit. Ouais. Nous, on a souvent essayé de se rapprocher de fonds de LBO qui avaient des participations qui étaient abîmées. Bon, le premier message qui vous est donné par un fonds de LBO, c'est « Tout va bien, Madame la Marquise ». Et même quand vous le savez, et même quand ils finissent par le reconnaître, c'est extrêmement dur pour eux d'officialiser les difficultés qu'ils ont rencontrées en vous vendant un actif. Et donc, le plus souvent, ils ne peuvent pas forcément vendre à un autre fonds de LBO qui aurait peur d'abîmer sa relation avec des partenaires bancaires avec lesquels il a l'habitude de travailler en exigeant de ses partenaires bancaires un write-off très important sur la dette. Le plus souvent, ils vont placer ces dossiers dans des fonds de continuation où ils vont les céder sur le marché secondaire dans des conditions qui sont confidentielles. Donc, à la fin, eux savent la performance de cette participation, leurs LPs la connaissent, les banques aussi probablement, mais ils font tout pour éviter d'officialiser une perte en capital. Et vous, côté Casino, vous entretenez des relations avec ces acteurs du private equity? Pas particulièrement, mais on regarde puisqu'on on est touché. Enfin, on est un secteur évidemment où il y a pas mal de LBO. Moi, ce que je vois surtout, c'est que pour l'instant, ça garde. C'est-à-dire que aujourd'hui, et ça va complètement dans votre sens, avant de sortir, la première étape, c'est d'admettre qu'au lieu de faire une sortie en 5 ans, bah, la sortie, elle se fait à 8-10 ans. Et dans mon secteur, je trouve les fonds assez patients finalement, parce qu'en fait, ils préfèrent attendre que reconnaître quelque part un investissement qui ne serait pas à la hauteur, je dirais, des anticipations. On va donc vous voir à l'acquisition de votre côté sur la proximité. J'espère Il y a bien. des deals qui sont sortis déjà depuis quelques mois? Non, Non. c'est en cours. Très bien. C'est en réflexion. C'est en réflexion. Parfait. Bon, bah, nul doute que vous serez bien accompagné par les équipes d'advisory, par exemple. Merci beaucoup, Sari, d'avoir accepté de venir avec Merci. nous. Et puis peut-être qu'en face de vous, vous aurez les équipes d'Alandia. Donc en tout cas, merci beaucoup. Dans un instant, vous allez monter sur scène justement pour parler de cela lors de M&A Stories. Merci à nouveau pour votre présence. Pour ma part, je vous souhaite une très belle journée. Pour vous retrouver la suite des contenus et des émissions de Bismart dans un instant. Merci à tous.